Tira el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 47. Quel plaisir de vous retrouver. Un petit conseil toujours, abonnez-vous. Abonnez-vous et c'est d'autant plus important que comme il risque d'y avoir désormais assez souvent 2 podcasts par semaine, et qu'il y en a un le lundi, mais parfois le mardi, et que le deuxième sera le mercredi, mais parfois le jeudi, pour être au courant et tenir le rythme, s'abonner, c'est l'idéal. Comme ça, il y a une petite machine qui vous prévient, quoi. Ding, 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 hop, nouveau podcast. Pourquoi en milieu de semaine? Parce que l'idée, c'est pas le monstre du Loch Ness, mais je vous l'avais proposé comme ça il y a quelques semaines en disant « Ok, il y a le gros podcast, lui, il est aux alentours d'1 heure, voire un petit peu plus. Et pourquoi pas en faire des plus légers, mais peut-être tout aussi intéressants, sans dépasser 20 minutes. Ça peut aider certains d'entre vous qui sont toujours à la bourre, qui ont un petit trajet et tout. Donc celui du milieu de semaine, du mercredi-jeudi, on l'appellera Flash Podcast. Et quand il arrivera, celui-là, il fera moins de 20 minutes. Donc le 46, lui, fait moins de 20 minutes, il était en milieu de semaine dernière. Et celui-ci, aujourd'hui, logique, lundi, mardi, c'est du lourd. On se retrouvera dans la deuxième partie avec la suite de la finale de la Coupe du Monde 86, France-Argentine, en compagnie de Georges au stade Aztec. Et il y a une première partie, et cette première partie, elle a un rapport avec le titre, évidemment, psyfoot.com. Tout un programme. Il y a beaucoup de psychologie, vous le savez, dans le foot, et ce sont des êtres humains, et d'un point de vue psychologique, faut être très, très vigilant, parce que même ça peut être des super champions, mais il est possible qu'ils soient vulnérables dans certaines situations. Alors pourquoi .com? Parce que il y a aussi beaucoup de communication par rapport à cette psychologie auprès des joueurs, mais par rapport aussi vis-à-vis des médias. Voilà, il y a la communication des médias, c'est leur métier de communiquer, mais les clubs doivent être à la hauteur aussi en contrepartie. Et ce qu'on avait reproché beaucoup au PSG, c'est que les entraîneurs d'alors étaient complètement livrés à eux-mêmes, notamment Blanc sur la fin, ou Emery durant tout son mandat, parce que les directeurs sportifs de l'époque, que ce soit Patrick Kluivert ou Antero Henrique, ils communiquaient jamais, quoi. Donc l'entraîneur se démerdait. Et là, c'est le grand retour de Leonardo qui nous a fait un show dimanche au Canal Football Club. Mais avant de se replonger dans cette sorte de masterclass pour certains, c'est vrai que par des côtés assez évidents, il s'est montré brillant. Par d'autres, il faut peut-être pas tomber dans le panneau. Avant toute chose, je voudrais vous parler des jours euros. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Twitter. Vous allez entendre parler tout au long de ces prochaines semaines jusqu'au coup d'envoi de ces jours euros le 20 avril. Ça va durer du 20 avril au 4 juin. J'ai fait une petite bande-annonce dont je vous propose ici, vous ne m'aurez pas en image avec le beau maillot de l'époque de l'Euro 84, car tout va tourner autour de cet Euro 84. Mais vous avez au moins le son. Les jours euros, c'est pas rien, ça, les enfants. Et pour la première fois de l'histoire, la génération 84, oh, qu'il est beau ce maillot, sera en tournée dans toute la France d'avril à juin. Oh, ces sourires crispés, un peu tendus, concentrés en stage à Font-Romeu et quelques semaines plus tard au Parc des Princes, c'est la délivrance. Mais dans l'intervalle, il y a la tenaille danoise. Ils sont costauds, ces Danois. On ne pensait pas à ce point. Après, contre la Belgique, c'est le Brésil. Hein. Carré magique. Contre la Yougoslavie, une formalité. Et arrive la demi-finale. Mon Dieu, au Vélodrome à Marseille, un stade en ébullition et un match de félin à l'image de Jordan et Jean Tigana. Et puis le Parc des Princes, l'Espagne qui tient mais ne rompt pas. Et la délivrance, l'Arconada peu cher. Parce que Michel, il est là. Il y a quelques secondes de la fin. Bruno Bellone, pique, ton ballon, Bruno. Et c'est fait. Et c'est pas rien. C'est l'histoire, les enfants.
C'est la première fois, oui, de l'histoire qu'une équipe de France, tous sports confondus, gagne une épreuve de ce niveau, 2 ans après Séville. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et durant ces 24 dates, en compagnie donc de nos partenaires, l'équipe et France Bleu, eh bien, chaque soir, je serai en compagnie de 2 joueurs français qui étaient là sur la pelouse. Ça va être formidable, derrière grand écran, les images, des tas de surprises. Et vous, public, beaucoup de convivialité, d'échanges, vous allez tout savoir, peut-être même des anecdotes, il n'y a pas d'inscription, hein, forcément. Donc, lesjourseuros.com, prenez votre billet, et là, vous n'avez aucune excuse. Ah, on a quadrillé le terrain, hein, ça, on peut dire, on est partout. Vous êtes forcément dans cette ville ou aux proches alentours. Ça va être le feu. Et de vous à moi, je sens que la tournée des Rolling Stones à côté, ça ne sera pas grand-chose. Voilà, vous savez tout. Les Rolling Stones, c'est bien gentil, les Rolling Stones, mais enfin bon, là, ça va être vraiment très sympa. Je crois que j'ai dit première le 20 avril, mais je crois que c'est le 21. C'est un détail de toute manière. On en reparlera d'ici là. Donc, psyfoot.com. Il y a eu, dans le début des années 80, peut-être 82, 83, de mémoire, sur Antenne 2, puis sur TF1, quand la chaîne a été privatisée, une productrice du nom de Pascale Brognaud. Alors, pour les anciens, ça rappelle quelque chose, elle était très connue à l'époque. Pour les plus jeunes, je vais vous expliquer. Petit à petit, on entrait, d'une manière plus ou moins soft, dans le monde du reality show. C'est-à-dire qu'il y avait un show à la télé, mais ce show, voilà, était réel. Alors après, c'est un petit peu travaillé, c'est un petit peu exagéré peut-être, romancé, mais c'est de la réalité, quoi. Voilà, autour d'une réalité, d'un quotidien de certaines personnes, eh bien, on va faire des émissions, on va faire un show. Donc là, c'est Psyfoot, mais il y a une émission très connue qu'a lancée cette productrice, qui s'appelait Psycho. Et Psycho, c'était quoi ? C'était Pascale Brognaud qui co-présentait avec un psychanalyste du nom de Serge Leclerc, et il recevait en général un couple qui avait des difficultés au quotidien pour X raisons, et à travers cette histoire, cet échange, donc le psychanalyste, il officiait en direct, tu vois, il dit « Ah, vous avez ceci, mais alors peut-être cela, patati patata, etc. » Eh ben, il y a déjà des voyeurs, tu vois, ça a intrigué, quoi. Et donc l'audience était là, et puis il y avait aussi des gens qui pouvaient le vivre au quotidien, ou à des détails près, sans doute, ou qu'il avait vécu à un moment. Il y avait quelque chose, voilà, qui pouvait intéresser les gens, et peut-être c'était le but, je crois. Je sais pas si le but c'était de faire de l'audience aussi, évidemment, mais le but, c'était peut-être d'aider les gens dans leur quotidien, en venant directement comme ça dans leur salon, à travers l'histoire d'un autre couple, et leur donner des solutions. Voilà, c'est cette souffrance quotidienne, intime, qui auparavant était masquée. Ben là, à la télévision, elle s'est allée au grand jour, la vision du malheur ordinaire, on va voir, on va dire ça. Et là, je pense que la performance, une forme de performance quelque part, de Leonardo, eh ben, c'est un peu ça. C'est un petit peu psycho, si vous voulez. Sauf que là, le malade, normalement, je suis désolé, même s'il s'en défend, c'est le PSG. Et lui, il va jouer le rôle du psychanalyste, mais il va psychanalyser, si vous voulez, beaucoup de monde. Il va psychanalyser un peu les aficionados de football, pour l'image du PSG, etc. Surtout, ce qui l'intéresse Leonardo, les supporters du PSG, qui évidemment, compte tenu de tout ce qui s'est passé ces dernières saisons en Ligue des Champions, à partir des fatidiques huitièmes de finale, puisqu'il y a eu 3 éliminations successives quand même, sont un peu traumatisés, angoissés. Donc lui,
il va les rassurer, etc. L'air de rien, évidemment, il s'adresse à la presse, vous allez comprendre pourquoi, et les psychanalyser un peu, en les culpabilisant, en leur faisant comprendre 12 points d'avance, une campagne de Ligue des Champions, très bien, quoi, tu vois, pourquoi s'angoisser, la vie est belle, tout va bien, je n'ai rien, ni là, vous connaissez ce sketch. Et puis, surtout, à travers cette interview, il psychanalyse à distance ces joueurs, dont bon nombre ont connu bien des défaillances durant ces huitièmes de finale, ont connu ces traumatismes, parce que ça s'est pas passé, voilà, tu peux être éliminé par plus fort que toi, tu peux être éliminé parce que tu n'as pas eu trop de réussite, mais si on met bout à bout les 3 éliminations, c'est pas rien, ça laisse des traces. Le 6-1 de Barcelone, on a beau dire que l'arbitre a été décisif et tout le tralala, mais enfin, quand tu as gagné 4-0 au retour, ça s'était jamais vu qu'une tendance soit inversée au retour, et que tu te prends un 6-1 dans la dernière minute, le but, oui, ça laisse des traces. Derrière, le Real Madrid, bon, tu te fais bien avoir, habilement aussi, quelque part, par l'arbitrage. C'est plus subtil, c'est plus machin, mais c'est toujours du mauvais côté, quoi. Bon, très bien. Et puis, le traumatisme Manchester United, qui est unique en son genre, 2-0 à l'aller, 2-1 au retour, et puis finalement, à la dernière minute, voilà, le Kostadinov de France-Bulgarie arrive, il aura pour nom Kipembe, quelque part, qui avec cette main, etc., et en plus, Donc, ces joueurs, ils ont besoin d'une psychanalyse pour s'enlever beaucoup de mauvaises images, et à travers cette interview, il complète son analyse. Vous pensez bien qu'il n'a pas attendu d'être à quelques jours du match aller des huitièmes de finale pour s'adresser via la télévision à ses propres joueurs et les remonter psychologiquement. Ça, c'est un travail qu'il a fait depuis son arrivée. Maintenant, il fait beaucoup de choses aussi, Leonardo. Il a fallu qu'il gère Neymar, il s'est très bien débrouillé, puisque Neymar, maintenant, est heureux à Paris, tout se passe bien, alors qu'on sait qu'entre les deux, au début, il y avait plus qu'un froid, Neymar était rejeté par une partie des supporters, etc. Et puis après, il s'occupe de tout, quoi. De tout ce qui a trait aux sportifs par rapport à l'équipe professionnelle. Mais, il est obligé de s'occuper aussi de certains joueurs dans ce domaine. Voilà. Et donc, à travers son intervention dans le Canal Football Club, là, il a ratissé large. Les aficionados, moyennement importants, je vous dis, les supporters, la presse, ses propres joueurs. Donc, si vous voulez, si vous connaissez Léon, le film de Luc Besson, avec Jean Reno, lui, c'était le nettoyeur. Là, Leonardo sort du bois parce qu'il faut déminer. Et s'il a des mines, c'est parce qu'il s'est passé certaines choses les derniers matchs. Et à Nantes, et précisément le soir même de son intervention contre Lyon, puisque vous connaissez le scénario, et -1, Lyon revient à 3 buts partout, alors que le match était plié, alors que la première mi-temps, tu la domines de la tête et des épaules, en plus les pauvres Lyonnais, ils se prennent un but gag, Marsal, etc. Et puis là, l'air de rien, 52e minute, 2-1, d'accord, très bien. 59e minute, 2-1, 3-1. 59e minute, 3-2. Et 64e minute, donc il y a 12 minutes, tu menais 3-0. -1, il y a 3-3. Dembélé, il a une super occasion de 3-3. Et surtout, comme à Nantes, je vous rappelle qu'à Nantes, le PSG, jusqu'à la 69e minute, il mène 2-0, mais il se balade, Nantes n'existe pas. Et puis, il y a la boulette de Kipembe, et tout d'un coup, tu perds le fil. Parce que finalement, les boulettes, c'est l'histoire du football. Tu mènes toujours 2-1. Normalement, tu dois avoir le contrôle de tout ça. Mais là, tu deviens une équipe hyper vulnérable. Tu es plus le PSG. Plus personne n'est à son niveau. Et si le dénommé Aimon n'est pas trop maladroit,
il a une balle de 2 partout quelques minutes avant la fin, mais il en a une dernière dans les toutes dernières secondes, à bout portant. Il te fait un extérieur en bois, là, devant Navas. Et comment cette équipe, et contre Lyon, c'était pareil, sauf que contre Lyon, à la fin, ils ont réussi, c'est tout à leur honneur, à reprendre un peu le contrôle des opérations et avoir des occasions. Et finalement, le but de Cavani qui a mis la distance. Mais quelque part, comment tu peux, alors que tout va bien, tu as le droit de prendre 2 buts. Voilà. Tu as le droit de prendre un but à Nantes et faire une boulette. Mais derrière, tu ne dois pas passer d'un niveau 17 sur 20 à un niveau 4 sur 20, quoi. Et avoir l'impression d'avoir des gars qui jouent leur premier match pro et qui sont complètement à l'ouest. Et ça, je regrette. Ça, c'est parce qu'il y a un vécu derrière qui rend bon nombre de ces joueurs vulnérables. On voit, par exemple, à Nantes, en défense, tu as Kimpembe. Traumatisme Manchester United, et pour cause, avec sa main à la dernière minute. Et Real Madrid, quand même, où il fait une belle bourde à Madrid, alors que tout allait bien, tu vois, etc. En défense centrale, tu as aussi Kerrer. Kerrer, traumatisé par sa passe en retrait à Buffon, qui lance un peu sur orbite Manchester United contre toute attente dans les toutes premières minutes au Parc des Princes. Vous n'avez pas remarqué que depuis ce temps-là, Kerrer, il a disparu des radars et il revient juste un peu là. C'était il y a 1 an, quasiment, la boulette. Allez, on va dire 11 mois, puisque c'était le match retour. Alors, dans l'intervalle, il s'est blessé. Mais il y a des blessures un peu somatiques où, je veux dire, tu es tellement au plus bas que tu sais que tu vas te blesser. Et Kerrer, qui porte le poids de ses 35 millions sur ses épaules, qui est un jeune joueur, etc., voilà, depuis, alors là, il reprenait un peu le dessus, mais bon, tu as ces deux-là. Tu as Kurzawa. Kurzawa, le traumatisme, Barcelone, 6-1, où il est complètement à la rue. Tu as Meunier. Meunier fait partie du 6-1, et il est là depuis longtemps, même s'il rentre dans les 20 dernières minutes contre Manchester United. Si vous voulez, ça pèse dans ce club. C'est latent. Tant que les huitièmes de finale sont loin, bon, tout va bien. À partir du moment où le tirage arrive, ça devient compliqué. Tu as Mbappé. Mbappé, balle de 3-0 à Old Trafford. Il est un petit peu sur le côté, il a le droit de la rater, mais enfin bon, il a le droit de la mettre aussi. Et après, à 20 minutes de la fin, face à face avec De Gea, et tu reviens à 2 partout. Manchester, c'est terminé. Ben, il glisse. Donc, il vit tout ça. Il a vécu aussi Real Madrid, où c'était quand même pas Jojo et tout. Et tu as Di Maria et Verratti qui ont tout vécu avec ce club. Donc, si tu mets bout à bout, là, je vous ai cité 7 joueurs de champ. 70% de l'équipe, le gardien de but, c'est quelque chose à part. Et Dieu merci, là, il y a un gardien de but qui est au-dessus de tout ça. Là. Mais 70% de ceux qui jouent avec le ballon, là, bim, 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 ils étaient sur la pelouse à Nantes. Et contre Lyon, je crois qu'il y en a également 7. Je ne vais pas encore tous les citer. Meunier, Di Maria, Verratti, Kimpembe, Kerrer aussi, et Kurzawa qui était là, etc. Mbappé, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bien évidemment, il y a quelque chose. Quel est le match cette saison où le PSG a perdu complètement les pédales? Mais complètement. Ils ont pu perdre à Dijon, mais ils n'étaient pas complètement débordés. C'est à Madrid contre le Real. Alors, le score de 2 buts partout fait oublier un petit peu les choses. Mais à un moment, et pendant 70 minutes, si ça dure 10 minutes, il n'y a plus d'équipe. Et pourtant, c'est pas rien sur la pelouse, même si Neymar était remplaçant. Il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus rien. Pendant 70 minutes, le Real, qui n'était pas à son meilleur à ce moment-là, te donne une leçon. Et sur la pelouse, tu en as 8 de joueurs de champ. Tu as Kimpembe, Thiago Silva, les traumatismes, il les a connus, Meunier, Bernat, Manchester United, Verratti, Marquinhos, Mbappé, Di Maria. Tu en as 8. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on regarde tous les matchs du PSG en ce moment en championnat depuis le tirage au sort par le prisme de ce match aller
qui approche à grands pas. Et comme les résultats en soi, tu les connais plus ou moins, je veux dire, et c'est pas trop le problème puisque tu as compris que le PSG allait être champion. Donc, tu connais aussi toi, en tant que journaliste, en tant qu'expert, en tant que consultant, les traumatismes vécus ces dernières années. Tu connais l'histoire du PSG. Donc, c'est pas que tu cherches qu'il y ait une faille, mais si elle arrive, comme contre Nantes et contre Lyon, alors qu'il n'y a pas de raison, tu te dis, merde, ils sont pas guéris, et ils sont forcément, ils vont être forcément à la merci de tout ça. Donc il y a des mines, on va en parler. Ça plaît pas à Leonardo. Et si Jean Reno, je vous en parlais, était le nettoyeur, lui, il va être le démineur, tu vois. Il va falloir qu'il démine tout. Et c'est pour ça qu'il va venir. Parce que Leonardo, non seulement il vient pas après chaque match dans les couloirs des stades avec la presse qui le demande, lui, il vient quand il a envie de venir et qu'il a un message à faire passer. Et il viendra encore moins en direct dans une émission télé après, en l'occurrence donc Canal+. Il faut vraiment que ce soit son intérêt. Parce que derrière, il y a ces joueurs qui ont vécu le traumatisme. Mais le grand boss de ces joueurs, c'est Tuchel. Et Tuchel, il est dans un état quand ça va pas bien, et en approchant de ses huitièmes de finale, tu le vois. À la fin du match contre Nantes, évidemment, il sait que ça va revenir sur le tapis. Et alors, il tire une gueule, mon ami. À la fin de ce match-là, tu as quand même fait une première mi-temps de toute beauté. C'est ça qui est terrible. Vraiment, la première mi-temps, magnifique, rien à dire. La deuxième, il y a le Bugag, etc. Et là, tu perds un peu le fil, tu es un peu suffisant, un peu de concentration. Et tu prends ce but. Ok. Là, tout de suite, tu dois être en code d'alerte, 3-1, et reprendre le contrôle des opérations. Lyon, c'est très faible, quoi. Je veux dire, c'est devenu une équipe quelconque, tu vois. C'est pas une machine de guerre qui revient à 3-1 et tu te dis, je vais être broyé. Tu dois reprendre le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Karim Abdul-Jabbar, il est tombé dans les pommes, tu vois, et l'autre aussi. Et l'avion, boum. Et un deuxième, et moins un troisième. Ça, c'est pas possible. Et Tuchel, alors après, l'entraîneur, il est un petit peu loin de ça. Il est sur le banc, c'est pas, hop, temps mort, on n'est pas au basket, là. Donc, il subit. Mais derrière, tu sens pas le gars, il subit tout le reste. Vous avez vu, si vous avez vu un peu les émissions spécialisées, moi j'étais à l'équipe du soir, et on a passé l'interview de Tuchel. Mais on l'a pris à l'antenne, juste avant qu'il fasse son... Voilà, qu'il livre ses premiers mots. Mais dans l'écran de contrôle, je regardais, il était là depuis un bout de temps, et Messaoud, le présentateur, va attendre que... Voilà, lui, il arrive, et tout de suite, il est pas... Voilà, il se prépare, il touche un peu les micros et tout. Mais il venait de perdre père et mère. Ah, il était traumatisé, le bougre. Et tout au long de l'interview, vous voyez, il aimerait être partout sauf là, quoi. Il se gratte, il se touche l'avant-bras, il se machin, et il est au plus mal. Donc lui aussi est au plus mal. Donc, il faut un homme fort, quoi. Tu vois, il faut Superman qui arrive et qui te dit « Oh là là, tout va très bien, Madame la Marquise, truc. » Et Leonardo, donc, met sa cape et hop, il vole vers le Canal Football Club. Tu as même Thomas Meunier qui est interviewé par Paganelli juste après la rencontre et qui le reconnaît lui-même. Il dit, ouais, à un moment, alors il a une expression, il dit, à un moment, ça a switché. On était perdus, quoi, et voilà, et truc. Et si tu lis un petit peu entre les lignes, voilà, il s'était paumé, et les vieilles images ressurgissent jusqu'à ce qu'au moins, ils reprennent le contrôle. Alors, Leonardo, c'est très intéressant. Je vous propose avant toute chose, j'ai fait un sondage sur l'application. Parce que j'ai remarqué à travers mon compte Twitter, les gens qui parlaient donc de cette interview,
je remarquais que les 9/10 étaient sous le charme. Leonardo, magnifique. Et d'ailleurs, moi, j'ai retweeté, j'ai remis le lien où il parle, et j'ai dit, il est parfait. Mais dans mon parfait, en fait, il y avait de l'ironie. Il est parfait dans son rôle, mais du début à la fin, il nous balade. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis désolé pour les supporters du PSG qui eux, trouvent... voilà. Mais attention, je ne dis pas que c'est pas bien ce qu'a fait Leonardo, bien au contraire. Mais je trouve que... c'en est touchant, d'ailleurs. Les gens sont très naïfs, quoi, très, très crédules, quoi. Comme il parle bien, et puis évidemment, il y met de l'assurance... Tu vois, il met du cœur, etc., pour que ça passe, parce que sinon c'est tellement énorme. Tu vois, il lui dit tout va bien, alors que... bref. Donc on va disséquer un peu cette interview, et puis vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses. Et dans le sondage que je mets hier sur l'appli Roustan TV, non, aujourd'hui d'ailleurs, ça loupe pas, parce que je dis, bon, quel est votre avis par rapport à l'intervention de Leonardo ? Alors, la première... et là vous votez, génial, il a complètement raison sur toute la ligne et il faut arrêter avec ce climat de peur autour du PSG dès que les échéances européennes importantes arrivent. Avoir un homme fort comme Leonardo, capable de remettre de cette manière les pendules à l'heure, est un vrai plus pour le PSG. Alors je suis d'accord pour le vrai plus, mais qu'il ait raison sur toute la ligne, enfin moi perso je suis pas d'accord. Et là il y a 49%. Donc il y a une personne sur deux qui trouve Leonardo, c'était génial. Alors, attention, hein, il y a une nuance. Moi, je trouve que c'est génial dans son rôle et la manière dont il te fait avaler les anacondas, parce que là, c'est un petit peu gros. Mais après, je ne suis pas d'accord sur les climats de peur. Il faut arrêter avec ce climat de peur. C'est bien le problème, c'est qu'il existe, ce climat de peur. C'est pas juste dire « Bon, arrêtons, machin, c'est ridicule, il fait beau, la vie est belle. » Non. Alors après... deuxième possibilité pour voter. Je suis un peu partagé, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans trop de pessimisme, peur bleue avant ce match contre Dortmund, etc. Mais quand on analyse quand même les prestations parisiennes, et notamment les trous d'air réguliers, il y a quand même de la panique qui s'ensuit chaque fois. 36%. Donc ça va, c'est quand même du côté de Leonardo. C'est vrai qu'il y a eu le petit truc panique, mais quand même, il faut arrêter avec cette peur bleue. Et il n'y en a que 15%, dont je fais partie, qui votent. C'est un aveu de la faiblesse terrible qui règne en ce moment au PSG, que Leonardo sorte comme ça du bois et nous mène en bateau avec ce tel discours. Rien que de venir au micro pendant 7 minutes pour dire que tout va bien montre qu'il y a un problème quelque part. Évidemment, enfin je pense. J'ai un peu l'impression que Leonardo nous a pris pour des cloches. Pas qu'un peu, quoi. Évidemment. Donc, Leonardo. Alors, Hervé Matou, Hervé dans son rôle, c'est toujours plus compliqué d'interviewer, bon déjà quelqu'un comme Leonardo qui est rodé, tu vois, à ce genre d'exercice, qui est très intelligent, charmeur, et s'il n'est pas sur le plateau, c'est difficile de pas trop subir. Si lui a décidé d'être agressif, entre guillemets, quoi, hein, dans la norme, et offensif. Toi, tu es là dans un grand plateau et tout, tu le reçois, un peu par politesse aussi, tu es content d'avoir Leonardo, c'est un bon coup, c'est pas non plus... tu es mal placé. Alors Hervé, c'est quelque chose de classique, et c'est très intelligent, il commence doucement, quoi. La première question, c'est... voilà, bon, c'était un match un petit peu curieux à certains moments, mais bon, comment vous l'avez ressenti ? Enfin bon, PSG, beau match quand même, patati patata. Et là, Leonardo répond, oui, c'est sûr que c'est Lyon, hein, c'est pas facile, parce que Lyon, ils sont capables de tout. À un moment, il y a eu ce relâchement, c'est vrai qu'on aurait dû être plus vigilant devant nos buts, mais après, on s'est repris. Enfin voilà, tout va bien, il n'y a pas... Hop. Et... la deuxième question, là, il faut bien la sortir à un moment. Hervé Matou dit, ce sera Dortmund, donc voilà, dans quelques jours, et on est un peu focalisé sur ce match, vous aussi, j'imagine. Et puis derrière, la question qui tue. Ce que vous avez vu ce soir, est-ce que, quelque part, ça vous inquiète un peu par rapport au match de Dortmund ?
Je savais que la question allait arriver, c'est pour ça que je suis venu. Et voilà. Et donc, il se dévoile, s'il y avait encore un doute, c'est parce qu'il sait que la presse, évidemment, va tenir compte de ces 13-14 minutes de flottement où Lyon a failli revenir à 3-3, que le démineur sort de sa grotte. Et il te le dit lui-même. Il aurait pu là être plus malin. Au moins, il joue cash, franc jeu. Il dit, je sais qu'à un moment, la presse va dire ça. Bah, c'est pour ça que je suis là. Eh ben, on va en parler. Bon, très bien. Il va enchaîner, juste derrière ça, après pourquoi il est venu, avec, en disant, moi, je pense quelque chose, honnêtement, et continuer. Déjà, bon, c'est la psychologie de bazar, ou des trucs, mais on m'a toujours appris que quelqu'un, dans ce cas de figure, hein, quand tu es un petit peu dans les cordes et que tu dois prouver et défendre un peu l'indéfendable ou machin, et si tu dis honnêtement, t'as pas à le dire. Et si tu le dis, c'est que derrière, ça va pas être d'une clarté absolue. Donc, voyons ce qu'il dit derrière. Bon, je pense une chose, honnêtement. Je pense que je vois aussi, les derniers temps, les dernières 2 semaines, j'ai pris un peu de recul et j'ai essayé un peu de voir comment ça se passait. Parce que je pense qu'il y a toujours le moment qui arrive, le 8e de finale de Champions League, ça commence un peu le même procès, non? Alors on commence à dire un peu de choses. Bon, cette équipe, elle n'est pas prête. J'ai entendu même que la Ligue 1, elle n'est pas au niveau pour préparer le Paris Saint-Germain pour la Champions League. Après, que le club ne sait pas gérer un peu les stars et le moment, tout ça. Moi, je veux comprendre pourquoi. Dans le sens, je pense qu'on a le droit d'être content de temps en temps, hein, parce que l'équipe aujourd'hui, elle est première avec 12 points d'avance. Je pense que l'équipe en Champions League a fait presque le maximum. C'est 5 victoires et un match nul. On a un effectif incroyable. On a aujourd'hui la forme même de notre meilleur joueur, et pas seulement qu'elle est de haut niveau. Mais pourquoi qu'on doit être avec cette préoccupation du 8e de finale de Champions League? Là, Leonardo est très fort. Mais c'est un gars intelligent, c'est même quelqu'un de brillant. Et qui, dans toutes les situations, tu vois, comme un chat retombera sur ses pattes. Il est clair que c'est quelqu'un qui était un très grand footballeur déjà, mais qui a étudié les méthodes de communication. Et là, alors que c'est l'évidence que même si tu as 12 points d'avance, on s'en fout, ça, tu es 1000 fois plus fort, tu vas pas avoir 12 points de retard, tu vois. Les phases de poule se sont bien passées. Bon, ok, on met le match de Bruges au Parc des Princes, qui était quand même exceptionnel, de côté. On met quand même, ce que je vous ai expliqué, ça s'est bien passé, mais quelle est la concurrence? C'est le club turc, la concurrence? Tu as vu l'équipe qu'il y avait? C'est le Real Madrid. Et le Real Madrid, ça s'est bien goupillé à l'aller. Alors quand ça se goupille bien, bah, ça se goupille, tu as gagné 3-0, bon, ok. Je veux pas minimiser et dire oui, mais le Real à ce moment-là, parce que toi en plus tu as joué sans Neymar et Mbappé. Non, c'était une belle performance. Et le Real, le PSG, surtout au Parc des Princes, dans son histoire, ces dernières saisons, depuis qu'ils sont à ce niveau, a réalisé des grands matchs au Parc des Princes. Le seul problème, c'est à l'extérieur, en général, devant des grosses équipes. Et le problème, c'est perdre le fil, comme je vous l'ai dit, à certains moments, et dans cette histoire de Ligue des Champions, personne sur le plateau, mais c'est pas facile. Derrière, surtout que lui, il est malin, il laisse pas beaucoup d'espace. Et quelque part, pour Hervé, ça sera pas facile, lui, de garder la main. C'est un équilibre, c'est pas évident. Je connais ça bien. Croyez-moi, il faut être... parce que là, j'ai vu des tweets en disant « ils étaient tous au garde à vous ». C'est pas si facile que ça, surtout que finalement, les autres consultants, il y avait Alain Roche, Habib Bey, Pierre Ménès, sans doute Dominique Armand, je sais pas si j'en oublie un, ils intervenaient pas, quoi. C'était Hervé Matou et Leonardo. Et là... c'est pas facile de sortir du bois, toi qui es sur le plateau, et dire « Oh, bon, monsieur Leonardo, tout va bien, Ligue des Champions, mais au Real Madrid, vous prenez l'eau pendant 70 minutes. » Et ça va pas faire avancer trop le débat, parce que tu sais qu'il va t'embrouiller, etc. et tout. C'est très compliqué dans ces conditions, s'il n'est pas sur le plateau, pour, tu vois, qu'il y a quelque chose de physique, à la limite. Voilà.
Et s'il est, tu vois, dans un écran, un machin, physiquement, il faut un moment qui est... Voilà, physiquement, ouais, tu lui rentres dedans. Avec des mots, évidemment, mais tu sens ton poids physique, il est là, quoi, je veux dire. Ta voix, elle est là, ton timbre de voix, il est là. Et là, tout Leonardo que tu es, avec toute la méthodologie et les machins ou quoi, ça dépend, ça peut pas forcément... Tu vas pas forcément faire ce que tu veux, tu vois, mais s'il est à 10 km dans un machin, plus complexe. Parce que là, c'est vieux comme le monde. C'est que lui, il dit, moi, je veux comprendre. Donc, il reprend le contrôle. Il est malin comme un singe. Quand les événements te dépassent, on dit toujours, feignons d'en être les instigateurs. C'est-à-dire que lui, il est dans une position, il comprend pas. Ah putain, avec tout ce qui s'est passé ces dernières saisons, 8e de finale de la Ligue des Champions. Et là, des exemples tout récents. Nantes, Lyon. Lyon, c'était il y a quelques minutes. En 12 minutes, ils sont au parc, alors qu'ils sont à la rue. Ils vont revenir de 0-3 à 3-3. Tu trouves ça normal? Parce que ça aurait été logique, en plus. Tu vois, c'était pas, bon, que tu en prennes un, machin, mais bon, là. Mais lui, il dit, je comprends pas. Il comprend pas. Ah bah, s'il comprend pas, évidemment qu'il comprend. Et il comprend d'autant plus qui sait qu'on va en parler et qu'il est là pour justement déminer. S'il n'avait pas compris, il serait rentré chez lui tranquille. Il a un coup d'avance, hein. Lui, il comprend. Mais très fort, il te dit, il se fait passer pour la beauté de ce... Il dit, je comprends pas. Moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et trucs. Je comprends pas, on a tous pas dit, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Bon, bref. On va aller... Donc, pourquoi la préoccupation, quoi? Tu vois, il comprend pas. On va continuer, et en reprenant le bout de la fin de là où on était, pourquoi la préoccupation, puisque Champions League, machin, il va y avoir encore un honnêtement, tu vois, il est un machin qu'il te sort encore un honnêtement, et puis il va te sortir le vieux discours, ça n'est que du football, tu vois, voilà, on va pas, et avec l'exemple qui tue et qui est imparable. Allons-y. Pourquoi qu'on doit être avec cette préoccupation du 8e de finale de Champions League? Honnêtement, je vois pas. Pourquoi qu'on doit être comme ça? Où va arriver? Ça va. En première chose, on joue pas la vie la mort pour un match contre Borussia. On joue la Champions League, on joue un match de football. Donc, oui, partant de là, rien n'est grave, puisque normalement, oui, il y a pas la mort au bout, il y a pas la guerre, il y a pas la truc, c'est qu'un match de football. Donc moi, s'ils se font éliminer par Dortmund, si tu veux, comme c'est qu'un match de football, c'est tranquille, et que la vie continue, la saison continue. Je suppose que, à la sortie au Parc des Princes, il serait quand même sourire, tu vois, c'est qu'un match de football, c'est évidemment. Donc les mecs sortiraient tout sourire. Une interview, Marco Verratti, oui, bon, ouais, on est éliminé, machin, bon, ça va, y a pas un mort d'homme, ouais, c'est qu'un match de football, bon, on se fait éliminer, c'est machin, le championnat reprend, oui, truc, voilà, on a l'objectif, Coupe de France, Coupe de la Ligue, l'a gagné une 453e fois, parce que c'est capital et tout. Donc, là, c'est le truc, mais, et c'est là où je vous dis que c'est fort, et attention, je mets de l'ironie là-dedans, parce que je pousse le trait, parce que c'est un peu grotesque quelque part, mais je ne me moque aucunement. Et je trouve que c'est fort. Pourquoi? Parce qu'en te disant, on joue pas la vie là, c'est pas la mort, c'est pas machin. Là, il parle à ses joueurs. Aux joueurs traumatisés, les 5, 6, 7, 8, etc. Ceux qui sont un peu fragilisés, et si, à certains moments, contre Dortmund, et j'espère qu'ils iront en quart de finale, et contre l'équipe de ce moment-là, Patissivassi, un petit moment de flottement, ils auront dans la tête, c'est pas la mort, on se reprend les gars, tout va bien, tout truc, tu vois, ils seront pas, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, le truc, c'est pas possible, on va mourir sur le terrain, là, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc là, il s'adresse à eux. Et c'est bien joué. Parce que j'aime autant vous dire qu'une interview de la sorte de 7 minutes au Canal Football Club qui passe sur les réseaux sociaux, là j'ai vu, elle était à 400 000 vues déjà. Et ces jeunes là, footballeurs qui sont au fait des choses, et justement tous ces trucs-là, eh ben ils l'ont tous écouté. Hein. Et de 0 à 7 minutes,
et sans être dérangés. Et peut-être ils sont revenus en arrière. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ah oui, peut-être. Et ça rentre. C'est qu'un match de football. Il n'y a pas de mort. C'est la vie. Baba, ça rentre. Très, très important. Donc, ça veut dire que ce discours-là, croyez-moi, là c'est le discours ultime parce qu'on est à quelques jours et parce qu'il fallait déminer, mais il a dû l'avoir tout au long de la saison. Il doit avoir un canapé, tu vois, dans son bureau, et quand il reçoit un joueur, « Ah, Thiago, viens, on va discuter un petit peu, Thiago Silva, machin, truc, puisqu'il n'y a plus de Mota, enfin, Mota, il n'y avait pas de problème, lui, dans sa tête, machin. Ah, comment ça va, Thiago, oui. Ah, allonge-toi, ah, je le tiens pas bien, là, je le tiens pas bien, Léo, je le tiens pas bien, machin. Oui, ah, bah oui, c'est dur, machin. Ouais, alors, allonge-toi, parle, tranquille, on est là, entre Brésiliens. Alors, à Rio, tu es allé à Rio pendant les fêtes, là? Oh oui, machin. Ah, tu es allé là-bas, oh, tu as vu ça, la bossa nova, machin. Tu danses là-dessus? Ah oui, bien sûr. Ah oui, tu étais à Fluminense, hein, Thiago, tu étais à Fluminense. Et moi, à Flamengo, tu sais, j'ai commencé Flamengo, oui, je suis comme toi, un carioca, tout ça et tout. Alors après, Sao Paulo, avec Tele Santana, bien sûr, Rai, tout ça et tout, équipe du Brésil et tout, oui. Mais, hein, c'était quelque chose, hein, les flaflous. Alors là, Thiago Silva, tu vois, il est sur le canapé, il dit, ah, les flaflous, mon premier flaflou, c'était ça. Eh oui, Néni, là, un truc, hein, il y avait de la tension, un truc. Et pourtant, ah là, je le tiens mieux, hein. Et pourtant, Thiago, tu sais que ce n'est que du football, hein. Et truc, oui, il y avait 160 000 à Maracana. Et pourtant, on a gagné, on a perdu, on est encore là à Paris, hein, c'est incroyable. Et on est là, on vit, on n'est pas mort. On a perdu des derbies, hein, toi avec Flou contre Vasco de Gama, contre machin, et moi pareil, tu sais, contre Fluminense, je me souviens, un match au Maracana, on mène 1-0, et puis à 10 minutes de la fin, ils nous font un truc, on perd, voilà, bon, les supporters, ils étaient pas contents, bon, truc, et on n'est pas mort, c'est qu'un match de football, tu vois, bah oui, Thiago Silva, il ressort de là, c'est un match de football, on n'est pas mort, on n'est pas machin, truc et tout, et voilà, il reçoit Verratti, machin, truc, oh, Marco, machin, allonge-toi, Marco. Alors, en plus en italien, tu vois, ah, machin. Tu retournes à Pescara, machin. Ah, Pescara, tu sais, moi, à l'époque, ils étaient en première division. Tu as connu comment il s'appelait, le Yougoslave, à l'époque, là, qui faisait des feintes de frappe, jamais il tapait la terre exprès, tu vois, et hop, l'adversaire, il avait peur. Sliskovic, voilà. Il a joué à l'OM après, et oui, truc. C'était un bon joueur. Tu as vu le derby, là, à Milan? Oh là là, Marco. L'équipe d'Italie, tout ça, truc. Et vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est incroyable, ça, hein? C'était la première fois de l'histoire, non? Hein, un cataclysme. Et pourtant, tu es là, tu es pas mort, on n'est pas mort. C'est un match de football, oui. L'Italie, je sais bien, j'étais en Italie à ce moment-là, très triste, triste. La Squadra Azzurra, quand même. 4 étoiles, hein, c'est pas... Et vous êtes éliminé. C'était quoi, la Suède? Je sais même plus. Ah oui. Et pourtant... Et oui, et voilà, truc. Et moi, tu sais, quand je donne le coup de coude à Tab Ramos contre les États-Unis en 8e de finale, eh ben voilà, le Brésil se retrouve à 10. Évidemment, j'ai été critiqué, et j'ai pu jouer jusqu'à la finale, hein, puisque bon, j'ai pris 3-4 matchs, machin, et trucs. Et pourtant, on est là. je suis pas mort, hein. Et c'est que du football, il y a pas de... Hop, Verratti ressort de là, petit hibou. Si ça tourne mal à Dortmund, on meurt pas. Et ainsi de suite. Je vais pas tous vous les faire. Donc, la méthode. On joue pas sa vie, on n'est pas mort, c'est un match de foot, on doit être content, tout le tralala. Bref, après... Donc, il continue un petit peu, je vous mets la suite de l'interview, où justement il te dit, la vie continue, voilà, tranquillo, on doit être tranquille, mais pourquoi s'emmerder? On est tranquille, on n'est pas tranquille là, oh, on écoute le podcast, machin, tranquille, c'est pas la mort là, oh, pas les tranchées de 14-18, voilà, bon, truc, hein. Après, si on gagne, bien. Si on ne gagne pas, on va continuer. Et le Paris Saint-Germain continue à grandir. Je pense qu'on a sorti un peu de tout ça.
Et c'est pour ça aussi que je pense que aujourd'hui, c'est normal. Tu as 3-0 et ça arrive Lyon qui a la concentration dans le bon moment, il peut marquer 2 buts. Ça peut arriver Borussia aussi. Borussia, c'est pareil, hein, c'est comme nous, hein, c'est 4-3, c'est 3-2, c'est 5-4. C'est un peu comme ça. C'est pour ça que bon, je pense qu'on a sorti de cette situation où on va arriver au 8e. On est tranquille et on doit d'être. Je pense que c'est ça que le Paris Saint-Germain a envie de jouer les 8e de finale et quart et demi et qui ça un jour l'a gagné. Et oui, on est tranquille. Et là, tes joueurs, ils écoutent ça, ils le réécoutent. Tu vois, sur les réseaux sociaux, on est tranquille. Mais c'est vrai qu'on est tranquille. Le problème, Léo, et tu le sais très bien, et c'est pour ça que tu es là, on n'est pas tranquille du tout. Ah ben non, on n'est pas tranquille du tout. Mais, à travers ça, tes joueurs, mais aussi... Je le répète, c'est important, les supporters du PSG. Et ces supporters qui vont réagir par rapport au match aller et qui seront là au match retour au Parc des Princes. Ces supporters, il faut pas qu'ils arrivent avec la gueule de Tuchel, tu vois, où tu sens que la fin du monde, elle est proche, quoi. Tu vois, c'est une question de minutes, suivant comment ça tourne. Bon, là, ça s'arrête. Il y a même plus l'histoire de Troisième Guerre mondiale, machin ou quoi, puisque ça va s'arrêter à la fin du match. C'est fini, c'est fini. Donc, je vous ai toujours dit que je crois beaucoup à ces forces, vous savez, qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont là, et ces ondes, et si ces vibrations sont mauvaises pour 50 000 pèlerins, c'est pas rien, 50 000. Parce que la mauvaise vibration de lui, plus lui, allez, tu multiplies par 46 000 parce qu'il y aura 4 000 Allemands, tu vois ? Eh ben, à un moment, ça veut dire que c'est plus tenable. Moi, je l'ai vécu au Parc des Princes avec France-Bulgarie. Ce putain de but de Kostadinov et tout, plus les minutes avancent, et plus, si tu te prends un but, tu auras plus de temps pour te retourner. Et tu le sais. Et la Bulgarie, ils n'ont pas d'occasion, ils n'existent pas. Mais tu te dis, c'est le foot, c'est machin, il suffit d'une fois, et machin, et tu n'es pas à l'aise. Et cette peur panique, moi, journaliste, je l'ai dans la tribune de presse. Mais mon voisin de gauche, il l'a aussi. Mon voisin de droite, il l'a aussi. Et les 50 000 spectateurs l'ont. Et donc, tout ça, ça rejaillit forcément. Et ça rejaillit sur le terrain. Et allez, boum, la catastrophe arrive. Manchester United, c'est le même cas de figure. C'est le France-Bulgarie du PSG. Plus le match avance, on est à 2-1. Donc, s'il y a 3-1 pour Manchester, 3-3 au total des 2 matchs, mais plus de buts à l'extérieur, bref, vous connaissez l'histoire. Plus le match avance, plus tu trembles. Et avant la main de Kimpembe, dans les 2-3 minutes qui précèdent, mais après la main de Kimpembe, le corner, puisque l'arbitre de champ donne corner. Et là, moi, je suis sous la table, je faisais la grande soirée sur la chaîne L'Équipe et tout, et je me dis, ils vont se le pendre. Je ne peux pas ne pas y penser. Alors, dans ma tête, je dis, mais non, raisonne-toi, le truc et tout. Tu vois, je dis pas, il va pas mort d'homme, c'est pas machin, le truc, non, mais bon, mes trucs. Mais je le dis, moi, en bossant, je suis pas au Parc des Princes. Mais évidemment, cette sensation-là, tous les téléspectateurs l'ont. Alors eux, ils ont peut-être pas trop d'influence sur le match. Mais les 45 000 qui sont au parc, eh ben, ils se disent, putain, sur le corner, là, ça s'équilibre les forces, machin, s'il y en a un malheureux là qui met une tête, mais alors pire que ça, il accorde penalty. Alors là, mon ami, bon truc. Mais voilà, ça vient pas de nulle part, et ça vient un peu de nulle part, mais les ondes étaient mauvaises. Et donc, Leonardo, il doit se battre contre ça. Parce qu'il le sait que chez les joueurs, il y a une certaine forme de fébrilité, et que ce qui s'est passé à Nantes, même si ce ne sera pas les mêmes défenseurs, qu'il y aura Marquinhos, qu'il y aura Thiago Silva, et que c'est pas machin et truc, mais quand même. Et ce qui s'est passé contre Lyon, c'est pas des signes avant-coureurs rassurants. Et tu n'avais pas besoin de ça, de toute manière, pour savoir que tu l'as vu à Madrid. Il n'est pas fou, Leonardo. Il sait qu'il y a 2-2 à Madrid, mais ce qu'il a vu pendant 70 minutes, il veut plus le voir. Et il le sait, il est au quotidien dans le club, il les reçoit, il sait, nana. Donc il travaille là-dessus, et là c'est la touche finale. Mais c'est la touche finale aussi pour les supporters du PSG. Et si les supporters du PSG, comme je l'ai vu à travers beaucoup de commentaires sur Twitter, ou, alors pour le sondage, il n'y a pas que des supporters du PSG, mais c'est bon signe.
parce que les supporters qui sont plutôt anti-PSG, ils vont plutôt pas être du côté de Leonardo. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on dit il y a 49% qui trouvent ça génial. Mais si ça tombe, dans les 51% qui trouvent pas ça génial, il y a 90% de ces 51% qui sont pas du PSG. Et le principal, là, c'est les gens du PSG et les gens qui repartent. Il faut croire en cette équipe, patati, patata, truc. Donc, super important. Et il le fait très bien, puisque ça passe comme une lettre à la poste. Et lui, justement, il veut sortir de ce qu'il appelle cette négativité. Et il dit, il faut sortir de là. Mais, alors, on écoute la suite. J'ai dit seulement que ça commence à sortir en négativité. Ça ressemble qu'on prépare la défaite. Ouais. Oh, Et c'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça commence à créer une négativité. Ah, ça marche pas, là, c'est pas bien. Et le club, c'est pas bien. Ça commence le passé. Ça va voir que ça se passait. Ça fait 4 ans. Pourquoi il a dit, il a pensé, il a réfléchi. Et là, je pense qu'on doit sortir de ça. Et oui, il veut sortir de cette spirale infernale. Mais si cette spirale, elle existe, il y a bien une raison, quoi. Tu vois, c'est pas le plaisir d'en parler. On a fait une demi-heure par rapport à ça sur l'équipe du soir. Quelque part, moi, de temps en temps, ça me met mal à l'aise, parce que je me dis, c'est injuste. La première mi-temps qu'ils ont faite, quand même, les gars, boum, boum, et sans Neymar, et sans Marquinhos, sans Thiago Silva et tout, tu vois la sortie de balle, bim, 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 sur le premier but. Enfin, il y a eu du jeu, il y a eu quelque chose, il y a eu machin. Mais après, malheureusement, cette performance-là, et ces bons matchs d'une manière générale depuis X temps, et ils sont hyper sérieux, les gars, mais comme c'est dans la logique des choses, tu vois, si le PSG gagnait 2-3 matchs de championnat contre des équipes qui étaient à ce moment-là supérieures et ils vont machin, eh ben, tu insisterais sur la performance. Donc c'est un peu leur talon d'Achille, ça aussi. Quand Liverpool ou la Juventus, qui sont censés dominer leur championnat, enfin Liverpool cette année, l'année dernière, machin, et truc, et le troisième pour l'Espagne, le Real ou Barcelone, eh ben il y a des matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu vas parler de la performance parce que il fallait le faire, parce qu'en face, il y avait du répondant, il y avait de la qualité, un truc. Mais en Ligue 1, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu vois ce qu'il y a derrière le PSG, l'écart est terrible, malheureusement. Alors, c'est leur sérieux, leur professionnalisme, et c'est tout à leur honneur, de faire en sorte que cet écart, il soit maintenu. Mais à aucun moment, tu peux dire, bon, bah là, pendant 1h30, on va parler de la performance du PSG en Ligue 1, parce que c'est exceptionnel. Ils nous ont sorti un match, tu le diras 10 minutes, parce que quelque part, tu sais très bien que ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'aura rien d'exceptionnel. Et donc, tu es là, il y a Dortmund qui arrive, et il y a ça qui se passe. Alors, la dernière intervention, parce qu'on ne va pas aller jusqu'au bout, elle est sublime, elle est capitale, elle est magistrale. Donc il veut qu'on sorte de cette négativité, tout ça et tout. Il dit qu'on prépare une défaite, là on prépare le nid d'une catastrophe, parce qu'on parle de ça, ok, très bien, il a pas de tort non plus, c'est pas bon, mais on fait comment, Léo? Et écoutez, et soyez bien attentifs, vous allez avoir 3 comptants, ça va durer 20 secondes, il va y avoir un comptant. Après, il va y avoir « je suis content ». Après, il va y avoir « je suis heureux ». Après, il va y avoir « équipe formidable ». Après, il va y avoir « joueur formidable ». Et après, il va y avoir « content de tout ça » et vivre ça. Donc, ça fait 1, 2, 3 contents, 1 heureux et 2 formidables. Ah ça, c'est pas de la négativité, là. C'est de la positivité, là. Écoutez-le. Exceptionnel. Je vois pourquoi pas entrer dans la négativité. Je pense que c'est pas interdit d'être content. Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, dans mon travail, je suis content. Je suis heureux. Qu'est-ce qu'on a? Je suis heureux avec une équipe formidable. On a des joueurs formidables. Et si on fait la liste là de notre joueur, c'est quelle équipe a des joueurs comme ça? Maki. Parlons de Neymar. D'être content d'avoir tout ça et vivre ça. Vous avez compté les contents, formidables, machin, c'est formidable, la vie est formidable, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête, machin. Prenel, viens, voilà, il y a le divan, allonge-toi, hein? Eh oui, cette main quand tout le monde se serre la tête. Et pourtant, on est là, hein? On est là. C'est une petite mort, mais fais des respirations.
Tu connais la méthode Rebirth? Parce que, tu vois, il doit leur donner aussi des tuyaux, tu vois, pour enlever tous ces traumatismes, tu vois. Rebirth, c'est une technique de respiration, parce que s'il dit à Kipembe, va voir un sophrologue, tu vois, la respiration, les machins, tu vas parler, tu vas respirer, tu vas évacuer tout ça et tout. Ce que le mec va le faire et tout, le mieux, c'est de le faire toi-même. Il doit tout faire. Il est comme ça, Léo. Voilà, ce truc. Alors, les rebirths, tu vois, à force, tu respires, voilà, tu vois, voilà, pas par le nez ou la bouche, comme tu veux, tu vois, tu expires, et puis après, tu inspires et tu ne t'arrêtes jamais, tu vois, et il y a la boucle. Et puis après, tu vas un peu accélérer. Et tous ces nœuds que tu as, tu vois, les traumatismes, tout ça, ben ça va partir. Et rebirth, voilà, tu as une petite mort, et puis hop, tu renais. Et c'est fini. Ben, on n'est pas mort, hein, on est là. Regarde, tu es là, et tu respires. Comme un con, mais tu respires. Non, je déconne. Non, très bonne technique, la technique de rebirth, si vous avez des nœuds comme ça, des traumatismes, tout ça et tout. Parce que l'air de rien, tout ça, et là, redevenons sérieux. Prenel, tu peux te lever, mais c'est pas mal, Rebirth, tu devrais essayer. C'est de l'humain. Et c'est là en quoi c'est passionnant aussi le football, et ça peut être touchant. Vous avez ces monstres là qui se préparent, il a des gros bras, qui Kipembe, tu vois, il a des tatouages, il a des machins, c'est la force de l'âge. Bon, je vous dis, il a son côté Michael Jackson, hein, c'est lui qui fait le disque jockey, il a les lunettes rondes, les machins, hop, il est là. Et tout d'un coup, il y a la main, et il redevient un enfant de 12 ans. Et il se sent obligé, même sans prévenir le club, de faire cette interview-là, tu vois, à 2 caméras où il est de profil et où il t'explique ouais, ben moi aussi, je suis traumatisé, je voudrais m'excuser auprès des supporters. Et c'est touchant. C'est touchant, quelque part. C'est de l'humain. Et donc, ça reste très fragile. Et il faut travailler ça. Parce que quand il te dit « tout va bien, je vais bien, lilala », si tout va bien, Thiago Silva, il a 34 ans, ou je sais pas, ou dans ces eaux-là, mais il se balade. Il survole la Ligue 1. Et le premier match de Ligue des Champions, bon, à Madrid, un peu, les 70 minutes, un peu reculé, hein, et truc, Thiago Silva, machin. Mais pourquoi il ne le reconduit pas? Le capitaine, est monstro, Fluminense, hein, Carioca, comme toi. Mais tu dis tout va bien, et putain, il n'arrête pas de pleurer, je veux être reconduit, machin, ce qui est normal, lui, il aimerait terminer, au PSG, la soupe est bonne, il est content, c'est pas, sa famille elle est contente, tout le monde est content, et toi, selon toute vraisemblance, tu vas pas le reconduire. Et pourquoi tu vas pas le reconduire, Léo? Hein? Parce que Thiago Silva, tu sais que il maîtrise pas ses émotions, et malgré tout le talent qu'il a, il te plombe. Il y a une interview d'Emery, là nous sommes lundi soir, hein, demain dans France Football, j'ai vu quelques extraits. Si vous êtes fidèle au blog, vous savez ça, si vous êtes des vrais braves, depuis le temps où je vous montrais images à l'appui, les problèmes de Thiago Silva qui fait qu'on jouait sur 70 mètres et qu'il y avait des espaces, ça partait de tous les côtés, parce que lui, plus il descendait près de son but, plus, tu vois, c'était le libéro à l'ancienne, il était 40 mètres derrière, mais le problème c'est qu'il aspirait tout le monde et que tu étais acculé déjà contre Chelsea lors du fameux but de Dembaba, là, machin, dans les dernières minutes. Donc, Emery, qui parle, un extrait de France Football, hein, machin, de cette semaine. L'absence de Thiago Silva face au Real, point d'interrogation. Je voulais que l'équipe défende haut. Je vous l'avais expliqué ça. Et pourquoi une équipe Kipembe, etc. avec Marquinhos. Silva est un super joueur, mais je voulais qu'il soit plus haut. Je n'ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu'il sorte de sa zone de confort. Tu vas jouer le Real Madrid, tu vas dire, tu joues haut. Ah bah lui, non, il va pas. Alors toujours Emery, un peu plus loin. Cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l'équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Ah, c'est sûr, ton défenseur central, c'est lui qui met la distance. Hein. Si lui recule, tu peux pas le laisser tout seul au fin fond du Bronx, donc tu recules avec lui. Et Emery poursuit, comme au Nou Camp la saison précédente, le fameux 6-1, pourtant je donnais la consigne de remonter, il hurlait à Thiago Silva, remonte, machin, truc et tout, mais ça n'a jamais été entendu. Ben non, Thiago Silva, il avait peur, il était, machin, et voilà. Et Thiago Silva, pour l'instant... Alors si Thiago Silva, peut-être, il y a une super campagne européenne, ça se passe bien,
et il passe au-dessus de ces fameux traumatismes et qui montre qu'il est là et tout, bah là, peut-être qu'on discutera à contrat. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même pas une preuve de confiance, si tu veux, de dire, bon, on verra plus tard. Et c'est pas innocent. C'est pas que donc tout va bien, etc. Et je le répète, c'est de l'humain. Et c'est pas facile, ce milieu du football, où on t'explique, depuis le plus jeune âge, que tu dois t'en sortir, que tu dois être un homme, qu'un homme c'est comme ça, et tu dois gagner les duels, et patati, et patata, et amener quelqu'un qui dit, tu vas t'allonger, et tu es à la merci de ce quelqu'un. Attends, moi je suis un homme, je gagne les duels, les patati patata, et toi, un inconnu, là c'est pas le canapé, si tu veux, dans le bureau de Leonardo, tu vois, un inconnu machin, qui va te dire, voilà, parlez-moi. Je vous dis, parlez-moi, après on verra. C'est compliqué. Alors, il y a des préparateurs mentaux, tu vois, et qui font bien leur boulot. Moi, j'en connais quelques-uns, mais c'est toujours perçu d'une manière, tu vois, s'il accompagne vraiment au quotidien le club, ben ça dénote une impression de faiblesse. Je me souviens qu'il y en avait un à l'OM il y a pas mal de temps désormais, mais tout le monde en rigolait. Pas forcément les joueurs, et peut-être qu'il a fait des bonnes choses, mais vu de l'extérieur, les mecs, ils ont besoin d'un mec. Mais évidemment qu'il y en a besoin, mais on en a tous besoin dans des moments très difficiles. Et quand on est marqué psychologiquement comme ça, au fer rouge par rapport à un traumatisme, et là, il n'y en a pas eu qu'un, et qui fait que dans certaines situations de vie pour les uns, mais pour eux, de jeu, eh ben, ils se retrouvent confrontés à ça, et ils n'ont pas travaillé pour le... Et puis le foot, là, ça va vite, hein, c'est bim, 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 c'est pas... bon, là, je suis dans la merde dans la vie, je me retrouve confronté à ce même problème, alors je vais m'asseoir et réfléchir. Non, là, il y a déjà 3-0. Tu vois le truc. Tuchel, par exemple, à un moment, la question lui a été posée, il a refusé l'idée d'un préparateur mental. Il faut le faire, je pense, de manière plus subtile. Et peut-être le PSG l'a fait. Et s'ils l'ont fait, moi je dis bravo. Parce qu'il faut le faire. Parce que le problème du PSG à l'heure actuelle, c'est pas un problème de talent, c'est un problème qu'il y a trop de joueurs dans cette équipe qui ont vécu ces traumatismes. Et croyez-moi, si ça se passe pas très bien là, peut-être qu'ils iront en quart quand même, mais machin, il y en a quelques-uns qui ont vécu les traumatismes qui vont partir. Et on va t'amener des gars, au contraire, qui vont t'amener dans des conditions un peu difficiles avant ces matchs, du sourire, de la sérénité, de la force, etc. Et peut-être même des gars moins talentueux, mais qui auront ce mental qui va te faire avancer et oublier. Là, ils sont en position de force, ceux qui ont vécu ce traumatisme. Je vous ai dit, contre Nantes, 7 sur 10 joueurs de champ. Contre Lyon, 8. Ils sont quasiment tous concernés. Donc les 2 ou 3 qui ne sont pas concernés, Navas, c'est autre chose. Donc on va dire Gueye et Icardi, ben, ils seront aspirés vers le bas aussi, par la force des choses. S'il y en a 8 qui te tirent vers le bas et qu'il n'y en a que 2 pour tirer vers le haut, le compte est bon, hein, tu vas aller vers le bas. Donc, vraiment, encore une fois, je taquine, je fais des métaphores, des images, c'est ma nature, c'est le podcast, c'est ma manière de vous conter les choses. Mais, encore une fois, et pour en terminer, Leonardo, c'est très fort dans son rôle, même s'il nous prend pour des brioches. Mais ça marche, puisqu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça génial. Et tant mieux, mais qui trouvent ça génial, surtout, et quand ils vont au Parc des Princes, qu'ils y aillent avec la banane, et même si... à un moment, ça se goupille mal pendant le match, qui leur transmettent cette force, tu vois. Et là, avec tout, je suis heureux, bien sûr. Mais on doit être heureux. C'est un match de football, on doit vivre ça. Oui, d'accord. C'est la méthode Coué, quoi. Tu vois, c'est ce bon vieux Coué qui disait. Alors la méthode Coué, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est une méthode où tout est axé sur l'autosuggestion et l'auto-hypnose. Voilà. Et lui, bon, Coué de la Châtaigneraie, machin, c'était un psychologue, voilà, au 19e siècle, quoi. Et il utilisait la répétition, tu vois, comme les répétitions de Leonardo.
On est heureux, formidable, etc. Tu vois, ça, et comme ça, petit à petit, tu te l'auto-mets dans la tronche, là, et à un moment, tu penses que tout va bien, quoi. Je vais bien, tout va bien, ni la 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 la. Et quand un de ces patients, tu vois, il demandait, il dit, quoi ? Vous avez obtenu aucune amélioration ? Et vous voulez savoir pourquoi ? Disait Monsieur Coué de la Châtaignerie tout le tralala. Eh ben, quand je vous dis que cela va mieux, il dit au patient. Il dit pourquoi ? Eh bien parce que vous croyez en moi. Donc, croyez en vous-même et vous obtiendrez le même résultat. Et alors, le malade, il va rentrer chez lui, et puis il va se faire d'une manière assez machinale et auto-persuasive et limite enfantine, tu vois, sans faire le moindre effort. Tous les jours, il va se dire, je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Et il s'aidait de cordelettes à 20 nœuds pour faire je vais mieux, voilà, je vais bien, tout va bien. Et à un moment, il pense que ça va bien. Voilà, c'est la méthode Coué, tu vois, à force de te le répéter, c'est arrivé. Mais là, j'ai peur que ça soit un petit peu plus subtil comme travail que la méthode Coué. Enfin, il a adopté cette méthode Coué, et ils ont vu le machin, mais... Hein ? On est là, c'est pas la mort, hein ? On va bien. Sacré Léo, va. Bon, tu es bon, Léo. T'es pas mal. Bien, je crois qu'il est temps, chère Bravette et chère Brave, de passer au deuxième étage de la fusée de ce podcast 47, c'est-à-dire l'acte 4 de la finale de la Coupe du Monde 86 entre la France et l'Argentine. Je vous resitue un peu les choses. Alors, au moment où le général est intervenu, Manu Amoros était en position de marquer, idéalement placé dans la surface de réparation, légèrement excentré, mais sur son bon pied, le droit. Donc, s'il ouvre et qu'il le travaille bien, à mon avis, il peut nous faire une Thierry Henry, et puis ça, il sait faire, Manu Amoros. Et donc, ouvrir la marque. Mais, je vous en dis un peu plus, parce que c'est vrai... que ces 25 premières minutes, nous en sommes sensiblement à la 25e minute, se sont échelonnés sur le podcast 43, le 44 et le 45. Pas le 46, qui était, vous le savez, un flash podcast. Je vous en ai parlé au début, on en reparlera à la fin, mais je pense que vous avez pigé. Donc, grosso modo, dans ces 25 premières minutes, nous avons la possession de balle, mais une grande difficulté pour nous créer des espaces, dans la mesure où dès que les Argentins perdent le ballon, même assez haut, ils vont se recroqueviller dans leurs 30 derniers mètres, et tu as l'impression de t'attaquer à une sorte d'oursin, tu vois, et même quand tourner à un oursin, il y aura toujours des pics ici et là, parce que l'oursin, il roule, donc il va de droite à gauche, de gauche à droite. Les deux occasions d'ailleurs, les plus nettes, sont à mettre au crédit des Argentins. Il y a eu le coup franc miraculeusement sauvé par Joël Batz aux alentours de la 15e minute. Quel arrêt exceptionnel. Du grand Jo, les enfants, du très grand Jo. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a eu la frappe de Ruggieri qui a rasé la transversale. Et là, je pense que notre gardien chéri était quand même assez largement battu sur l'action. La difficulté, c'est que, évidemment, on joue notre jeu. Du coup, Luis et Jeannot sont un petit peu aspirés vers le haut. Vous savez que Max, il est un petit peu obligé des fois d'aller chercher haut Maradona, laissant Patrick Battiston livré à lui-même. Et bon, s'il ouvre sur un Burruchaga dangereux sur la droite, Valdano, pour l'instant, il est en demi-teinte côté gauche, pourvu que ça dure. Mais c'est un match crispant, je trouve. On peut pas parler de grand football. Il fait chaud, la compétition a été très éprouvante. C'est l'été au Mexique, l'altitude, etc. Bref. Je vais demander à nos amis neptuniens de me transbahuter à nouveau au stade Aztèque et retrouver Georges. Il est sympa, ce Georges, hein, je commence à m'y faire. Il est un petit peu moqueur, mais enfin, bon. Je suis prêt, on retourne au 29 juin 86. Ça y est, je me suis mis en short, petit polo léger, lunettes de soleil au cas où, car nous sommes à la mi-journée, évidemment. On y va ? Allez, on y va.
Georges, comment on se retrouve? Ça va? Ça va très bien, Didier. Bon, alors là, tu vas faire repartir l'action, mais Manu, là, je vois tout le monde est figé, et il a le pied d'appui et la jambe droite derrière, et il va quasiment frapper. On peut pas revenir, tu vois, quelques secondes en arrière, histoire que je chauffe ma voix, que je me mette en condition. Ce n'est pas possible, je suis vraiment désolé. Ah ouais, bon, d'accord. Alors, par contre, je vais te faire un petit décompte pour un top chrono, histoire de ne pas être pris de court. Ça te va? Ça me va très bien. Ok. Alors, 1, 2, 3. Frappe de Manu Amoros, ça rentre, non, le poteau, et en plus un poteau sortant, c'est incroyable, il la passe et fait tourner son ballon, mais quelle occasion! Oh là là, attention, la contre-attaque maintenant, oh Justi, loin devant pour Maradona, encore côté gauche, Maradona qui passe, mais aussi c'est Battiston, oui! Ça c'est du tacle, les enfants. Bah, heureusement qu'il y avait cette couverture. Maradona reste un peu au sol, donc je pense qu'on va voir le ralenti. Voilà, donc cet échange Platoche, c'est magnifique cette ouverture. Pour Manu, s'appuie sur Bruno Bellone, il entre, sa position favorite surtout quand il était arrière gauche à Monaco, plus tard donc il ira à l'OM, on le sait. Et là, ouais, il a point intérieur, mais elle tourne pas. Et puis on n'a pas de bol. Merde, on n'a pas de bol. C'est un Porto sortant, mais le ballon sort pas pour autant en sortie de but, quoi. Je veux dire, il continue là-bas sur le côté opposé, mais à 3-4 cm près, si c'est, je dis pas un poteau rentrant et que ça va dans les filets, ça serait trop beau, mais au moins que ça revienne, quoi, vers l'intérieur. Et là, je regarde. Ah, il y a 3 joueurs quand même, hein. Parce qu'il y a Dominique, il y a Luis qui s'est intercalé. Gigi, bon, il est dans la surface, mais il est un peu loin. Et il y a 5 Argentins. Mais enfin, si ça tourne bien, bon, après, attention, la contre-attaque. Bon, ben voilà, dans l'intervalle, Diego s'est relevé. La touche pour Orlaticochea. Retrait, Justi. Oh, qui change complètement, ça part dans le dos de Manu. Pas vigilant pour Bruchaga. Oh, il centre, mais là, voilà, 3e, 4e poteau. Et Valdano avait piqué vers l'intérieur. Voilà, c'est une touche. Et cette fois, elle est pour nous. Ah, ben c'est incroyable. Alors là, on n'est pas loin du poteau de corner. Pour le coup, je veux dire, il pourrait nous presser, quoi. C'est assez classique dans cette position. Eh ben non. Eh ben non, les gars, putain, Bilardo, il fait du Bilardo, mais puissance 20, Carlos Bilardo. Vous êtes bilardiste ou mélotiste, cher brave? Bon, enfin, peu importe, voilà. Bah, du coup, on peut remonter tranquillement, mais trop tranquillement, et à l'arrivée, après, ça se resserre tellement, cet entonnoir. Voilà, Baptiste qui prolonge pour Manu Amoros. Ouais, Luis qui ouvre pour William Ayash. William Ayash qui déborde. Ah, qui centre au premier poteau. Et il n'y a personne. Et dégagement, Ruggieri un petit peu en catastrophe. L'arbitre arrête le jeu. Ah, c'est Justi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on revoit l'image sur l'action précédente. Il s'est un peu tordu la cheville, Justi. Bon, ben voilà, j'ai juste le temps de vous rappeler aussi, c'est pas con, parce que ça, c'était voulu. Vous vous souvenez, de la conversation entre William Ayash et Dominique Rocheteau. Dominique, marqué de très très près, comme son ombre, par Oscar Ruggieri, le stopper, mais Tata Brown, qui était également dans le secteur, avait dit à William, quand tu es en position de débordement, avant que tu centres, j'irai toujours au 2e poteau, comme ça laissera de l'espace au premier, et là un Michel ou un Gigi, voire un Luis pourront s'intercaler et être en position ultra favorable. On aura créé cet espace. Et là, oui, il a très bien fait, mais Willy, il n'a pas regardé avant de centrer. Bon, c'est vrai qu'il était un petit peu acculé par Orlaticochea. Et là, pour le coup, pas de Gigi, pas de Platoche, pas de Luis, qui sont au courant, de cette tactique mise en place pendant le match. Il faut bien s'adapter aux situations. C'est pas comme au basket, il n'y a pas de temps mort et tout, et l'entraîneur qui décide que. Ben là, ce sont les joueurs, les mêmes joueurs qui, je vous le rappelle, contre le Brésil, Justi, le soigneur est encore là, contre le Brésil en quart de finale, c'est important. Au départ, Fernandez était arrière droit.
Amoros était arrière-gauche et Thierry Tussaud était milieu de terrain. Car Thierry Tussaud, à Nantes, il évoluait de postes, comme à Bordeaux, milieu de terrain ou arrière-gauche. Et très rapidement, les joueurs sur la pelouse, ils ont vu que ça prenait le feu. Et donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, sans passer par Henri Michel, de mettre Manu à droite, Tussaud à gauche et Louis milieu de terrain. Donc là, c'est ça le football aussi, quoi. Faut des joueurs intelligents et les joueurs de cette génération étaient footballistiquement très intelligents. Mais pas qu'au niveau du football d'ailleurs, hein, pour les avoir bien connus, mais je veux dire, ils avaient une intelligence tactique, ce qui est d'autant plus remarquable que, hormis Platini et puis ensuite quelques-uns, il jouait qu'en France, quoi. Et Platini a beaucoup appris avec la culture italienne. Et c'est sûr que si tu vas en Angleterre, en Espagne, en ceci, en cela, tu vas t'enrichir d'un point de vue tactique. Mais bon, le niveau de la Ligue 1, on disait la première division à ce moment-là, était avec des joueurs meilleurs techniquement, mais dans l'intelligence tactique aussi, quoi. Bon, ça y est, on va revenir dans le match là, parce que Justy est revenu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on repart évidemment sur ce dégagement donc de Ruggieri en touche. Oui, la touche elle est française. Je suis désolé, même si la Justy. Ok, donc voilà. D'ailleurs, vous voyez. William Ayache derrière pour Platini. Platini, encore petit pont devant Enrique. Oh là 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 là, mais du grillage, Hector. Et extérieur du pied, magnifique pour Bodo Bellone. Oh, qui se l'amène, et un centre cordeau en retrait. Reprise de Tigana. Ouh, pas si loin. Enfin, je dis pas si loin. Intérieur du pied à 1 mètre du poteau gauche de Pompe. Quelle action! On est pas mal, je regrette, on est pas mal. Bon, allez, dégagement Pompidou qui va prendre tout son temps comme toujours. Bon, là, on est replacé, le temps que les Argentins progressent. Voilà, bien sûr, Dominique fait un petit pressing aux 25 mètres, voilà. Du coup, il joue long, dégagement de tête Manu. Ah, ça retombe dans les pieds de Justy, Batistuta qui ouvre là-bas à gauche, Ortigochea qui s'appuie sur Valdano. Oh là là, il y a également Maradona en infériorité numérique et ça passe au Maradona qui centre. Oh, ça va, ça passe derrière les buts. C'est vrai que la pelouse du Stade Aztèque en ce moment, c'est pas pour le défendre, mais bon, il y a quand même un petit peu des bosses ici et là. Je vous rappelle que là aussi, lors du dernier podcast, vous aviez entendu dans la tête, on s'était mis dans la tête de William Ayache, et il pestait parce que à partir du moment où Maradona, qui est plutôt du côté droit, se retrouvait du côté gauche, avec Valdano et Ortigochea, parce que Ortigochea, il a le couloir, on n'a que 2 attaquants, Bellone gauche et Dominique plutôt axe. Là, il fallait vraiment qu'il y ait un milieu de terrain qui fasse un effort supplémentaire et que même, Baptiste, peut-être il coulisse. Bon, le ballon, il est pas prêt de revenir. Là, il s'amuse avec dans les tribunes. Tiens, il y a Manu qui est en grande discussion avec Jo Batz. Allez, oh, Georges, je veux entendre. Mets-moi en liaison. Jo, viens. Il faut que je te dise un truc. Tu veux quoi, Manu? Dis-moi. Écoute, chaque fois que tu récupères un ballon, relance sur moi. Mais où tu la veux? Tu la veux dans les pieds ou tu la veux en profondeur? Bien en profondeur. J'ai des boulevards devant moi. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de se replacer en défense. Ok Manu, ça va, t'inquiète, je fais au mieux. Et oui, c'est important parce que il faut aller très très vite le temps que les Argentins soient pas en place défensivement. Ça veut dire que Jo, non seulement Manu doit piquer un sprint et Jo vraiment, bon, il a un bon pied gauche, Jo, lui donner en profondeur, mais assez loin. Mais pour ça, tu peux pas le faire sur une sortie de but. Tu peux le faire s'il intercepte un centre, qu'il arrête un tir, et là rapidement, hop, avec Manu, on verra si ça donne quelque chose. Pour l'instant, voilà. Le jeu, la sortie de but s'est effectuée. On trouve Alain. Un retrait pour Tigana. Luis qui prolonge pour Manu Amoros. C'est du grand Manu, c'est du niveau 4 ans auparavant contre la RFA
À Séville, les enfants, quel joueur ce Manu Amoros. Les gens n'imaginent pas ce qu'était Amoros. Franchement, si vous l'avez pas vécu, non, c'est énorme, toujours. Le buste fier, là, voilà, bien dressé sur ses ergots. Eh oui, c'est la France, c'est les coqs. Allons-y, les coqs. En avant, jouez-moi la marche en avant. Et on prolonge encore Gigi. Il est bien, Gigi. Il est un peu fatigué, là, contre l'Allemagne. C'est normal aussi, hein, mais il est bien. Tourne un peu sur lui-même, comme le faisait si bien Raymond Kopa X années auparavant. C'est notre deuxième Napoléon. Eh oui, on a eu 2 Napoléons dans le football français. Louis. Ah, ça penche à gauche. Hein. Il les attire tel un aimant, ces ballons Manu Amoros. Et puis, alors vraiment, il est toujours porté vers l'avant. Attention que ça parte pas dans ton dos. Ah, intervention Boruchaga, justement. Boruchaga qui prolonge. Batista, on passe toujours par Batista. Hein, c'est vraiment la pierre angulaire. Valdano, hein, il rate son dribble encore. Il n'est pas dans le coup. Valdano, du coup, ça se prolonge pour William Ayache. Très bon relais avec Luis en position de débordement pour Giresse, précisément au premier poteau. Gigi contre ras du poteau. Ça y est, ils nous l'ont fait, cette putain d'action. Avec, le ralenti, s'il vous plaît, très bien. Oui, Dominique avant le centre qui emmène avec lui Tatabone et Oscar Ruggieri. Et là, évidemment, au premier poteau, il y a cette ouverture. Gigi, quel contrôle extérieur magnifique. Il est un peu excentré, il met un bon coup de pied. Oh là là, ras de la foufoune, ras du poteau. Non, je suis pas d'accord. Vous avez dit quoi avant ras du poteau, Didier? Non, c'est dans l'action, je sais pas moi ce que j'ai dit, je sais pas, mais j'en peux plus, mais c'est pas possible, déjà tout à l'heure le poteau, maintenant, j'ai dit quoi? Ras du poteau, qu'est-ce que vous avez cherché? Ah oui, mais juste avant, je sais pas moi, Georges. Alors attention, parce que maintenant, oh là là, on est aspiré, Louis, faut pas le perdre là, non, Louis. Maradona qui passe, effort incroyable de Michel Platini, une course de 40 mètres, et qui fait faute avant la surface. Oh là là, Michel, héroïque, malheureusement, elle était pas mal ce tacle. Oh, ça va, l'arbitre brésilien, un jaune pour notre platoche national. Pas méchant, il joue le ballon, oui, il est en retard, mais enfin, il joue le ballon. Diego, on va voir sur le ralenti. Cheville qui tourne aussi. Bon, on va pas être chauvin, hein, j'espère que ça sera pas trop grave. Mais c'est incroyable. C'est le même coup franc, on dirait au centimètre près, le fameux coup franc où Maradona a failli marquer. Vous voyez, un petit peu excentré côté droit pour l'attaque argentine. 2-3 mètres de la surface de réparation. Le fameux où Joe s'est envolé tel un Superman dans les airs avec ce bout des doigts. Putain, heureusement qu'il a de grands doigts, celui-là. C'était non, je veux pas. Mais non. Ah non, général. Ah non. Ah, y a pas de toc. Ah non. Dieu. C'est l'heure. Ah mais non. Mais vous savez que les braves vont finir par vous haïr. Il y en a déjà qui commencent vraiment à renacler sévèrement. Alors évidemment, l'homme que vous avez été, oui, tout ce que vous avez fait pour la France. Oui, bien sûr, général. Quand même, oui, mais alors, si chaque fois, c'est quand il y a un coup franc, tu vois, hyper dangereux, une frappe de Manu, que vous faites toc, laissez-nous 2 minutes. Tiens, oulala, il est en train de réfléchir, Joe, oulala, il est en train de placer son mur dans sa tête, ça doit bouillonner. J'aimerais, Georges, laissez-moi ça, général, s'il vous plaît, juste la pensée de Joe, oui. Voilà, juste ça. Allez, Georges, allez, on va dans le cerveau de Joe. Oh putain, c'est le coup franc au même endroit. Putain, c'est la tuile, je fais quoi? Déjà, je vais en mettre un 5e dans le mur. Alors l'autre fois, il a déjà joué sur moi. J'avais anticipé, j'ai eu le temps de revenir, mais c'était un vrai miracle. Ouais, d'accord, mais si là, il frappe au-dessus du mur, que j'anticipe pas, je suis mort. Putain, je fais quoi alors? Ah ben ouais, ça c'est le problème de tous les gardiens de but qui se posent cette question 2000 fois, j'imagine, dans une carrière, quoi. Et ils sont pas derrière le but, comme ça, ils voient le départ du ballon. Mais si il la joue côté gardien, ben forcément, tu n'es pas sur tes bons appuis parce que tu as anticipé, tu t'es dit, le gars, il va essayer de passer le ballon
au-dessus du mur, et comme l'explique très bien Joe à lui-même, s'il fait pas ce petit appel sur sa gauche et que ça passe au-dessus du mur, ben il arrivera en retard. Mais d'un autre côté, en faisant ce petit appel, s'il joue de son côté, eh ben les appuis, adieu Berthe, ça a été miraculeux tout à l'heure. Ah non, vraiment, général, je vous en veux un peu là. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on va se retrouver, voilà. Ça y est, c'est figé depuis un bout de temps, il n'y a plus de son de Stade Aztec, voilà, on a compris. Oui, c'est figé, général, ben oui, c'est figé, ben oui, c'est comme ça, on attendra. Alors on n'attendra pas le podcast 48, qui est le prochain, là c'est le 47, mais le 49, car je vous rappelle que dans l'intervalle, désormais, d'une manière assez régulière, on va dire 4 fois sur 5 peut-être, il y en aura un qui sortira de son œuf vers le jeudi, vendredi, alors que celui qui est plus conséquent, où il y a effectivement chaque fois la suite de ce France-Argentine, c'est plutôt le lundi en général. Et celui, je vous le dis une fois à nouveau, les braves, pigez bien ce truc-là, celui de jeudi, vendredi. Pourquoi Flash Foot? Parce qu'il fera toujours moins de 20 minutes. Eh oui, je m'y tiens. Le 46, là, sur les cacas nerveux de Mbappé, il fait 15-43 de mémoire, ou un truc dans le genre, ou 16-43. Eh oui, moquez-vous. Donc on se tiendra à ça. Et il a un petit avantage, c'est qu'en plus il est filmé. Ça veut dire que vous avez le choix du roi, ou vous l'écoutez comme un podcast classique. Ça peut être un avantage aussi pour certains qui sont, tu vois, pressés comme le lapin de... C'était quoi déjà le film là? J'ai rendez-vous. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Et là, comme il fait moins de 20 minutes, bah, c'est peut-être plus pratique que 1h10, 1h20, j'en conviens. Et donc, oui, terminons. Comme il est filmé, bah, si vous voulez voir ma bouille et quelques images, parce que du coup, bah, on vous gâte les braves, on fait un petit montage, on monte la photo de ceci, la photo de cela, pour un peu conforter les propos, eh ben, vous pouvez également le voir, avec le son bien sûr, soit sur l'appli Roustan TV, soit sur le site Roustan TV. Voilà, c'est bien rentré dans le brain, dans le cerveau, très bien. Bon, général, concluez, qu'est-ce que vous voulez? Puis, toc, je vais vous appeler le pivert général, Woody Woodpecker. Je plaisante, général. Je sais, Didier. Alors, il faut conclure. Oui. Longue vie aux braves. Ah, vous avez, là, c'était au bras. C'est pas mal, général. Bon, allez, je vous en veux pas, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, les enfants, portez-vous bien, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et en particulier à ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. Hasta luego, à demain si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Alors, n'oubliez pas vos paroles, là, je gagne combien avec ça, là? Je me fais des sous, non? À réfléchir. Allez, portez-vous bien. Tira el centro, clave, gol.